5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonsoir, bonsoir, est-ce que vous êtes en forme ? Même pas peur TV, c'est désormais une web TV à l'échelle de l'Île-de-France. Oui, et aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine à Saint-Cloud. Alors même pas peur TV, c'est du reportage, c'est du décalé, c'est du grinçant par moment, car le handicap ne rime pas forcément avec tristesse et morosité. Mais surtout avec RQTH et chômage. Oui bon Luisa, on vous a dit grinçant mais pas réaliste s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est même pas peur TV ? C'est un plateau avec des invités de prestige. Et surtout avec des invités qui sont venus sans être payés. Et ça nous arrange beaucoup, même pas peur TV. Et je crois même qu'il y aura une surprise durant l'émission. On verra, m'en dites pas plus. Enfin, vous verrez ça, enfin si je peux m'exprimer ainsi, vous comprendrez le jeu de mots tout à l'heure. C'est un mystère, sans plus attendre, car le programme est chargé. Nous avons justement sur cette émission 3 sujets que nous allons aborder, 3 thématiques importantes autour de l'emploi et du handicap. Avec un premier plateau qui sera handicap et Saint-Cloud. Un second plateau politique et handicap. Et un dernier plateau cinéma média et handicap. Et avec un handicap primordial. Ah bon ? Celui de tenir un timing avec des gens qui sont plus bavards les uns que les autres. On s'en fiche un peu, de toute façon je suis maître du temps et après on coupera tout en post-production. Ah, ça c'est beau la manipulation. Merci à tous et merci à tous. Voilà, comme vous pouvez le constater, on respecte totalement la loi de la mixité homme-homme. C'est ça. Voilà. Hein, Gabriel, attention. Hein. Attention, parce que vous êtes en train d'accueillir des hommes politiques. Donc, j'ai envie de dire, on marche sur des œufs. Enfin oui, bon, marcher sur des œufs, quand on regarde... Et voilà, on n'avait déjà pas beaucoup de financement, voire pas du tout. Maintenant, c'est sûr, on n'en aura plus du tout. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Bon, écoutez, ça s'appelle un suicide médiatique. Comme vous avez l'habitude, chers amis, d'aller sur les marchés, nous aussi, nous sommes allés sur le marché de Saint-Cloud pour savoir si politique et handicap, ça fonctionne. Peut-on faire de la politique avec une situation de handicap ? Je ne vois pas pourquoi ce métier-là ne pourrait pas être effectué par des personnes en situation de handicap alors que de multiples autres emplois le sont. Bien sûr, ça c'est évident. Et pourquoi ? On n'est pas invalide. Au contraire, oui, je vois pas ce qui empêcherait de le faire. Une certaine partie de la population qui est atteinte de handicap, donc il faut de la représentativité aussi dans les fonctions politiques. Pour mon avis personnel, je dirais un handicap physique, oui, aucun problème. Un handicap mental, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Citer une femme ou un homme politique ayant une situation de handicap. Ah, je sais pas. Aucune idée. Voteriez-vous pour une femme ou un homme politique qui serait trisomique ? Ça dépend, je pense, quand même pour quel rôle, avec quelle responsabilité, avec quel encadrement. En toute sincérité, c'est pas certain. Oui, une femme de préférence, oui. Mais aucun problème, bien sûr. A priori, non, honnêtement. Mais parce que je ne sais pas s'il a toute sa capacité mentale. Et donc c'est important de pouvoir juger, etc. dans l'exercice. Ça dépendrait surtout de son programme plutôt que de sa condition. Challenge pour vous 3. Réaction en une phrase sur ce que vous venez d'entendre. Vincent Julet. En une phrase, je dirais qu'il y a un sacré nombre de barrières à faire sauter. Et je crois que c'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. Pierre Denisio.
Oui, il faut plus de personnes en situation de handicap qui font de la politique, parce que si on veut réconcilier la politique avec les Français, il faut que la politique ressemble aux Français. Voilà. Sébastien Pétavy. On voit qu'il y a effectivement un problème de parité. Peut-être que dans tous les représentants politiques, en tout cas que j'ai croisés, sont souvent des hommes, en tout cas dans les candidats. Donc oui, on veut de la diversité, puis si c'est une femme, on sera très content. Et effectivement, on va reprendre le témoignage d'une des personnes. Ils ont réussi en une phrase à réagir sur le... Incroyable, ouais, on les applaudit. Hein. Impressionné. Ouais, moi aussi, je suis... Par contre, Gabriel, moi, je suis un peu comme les gens du micro-trottoir. Qui sont nos invités? Alors, entre nous, Luisa, je les connaissais pas avant cette émission. Ah, je suis pas la seule. Absolument pas. D'accord. Pierre Denisio, donc, maire adjoint de Boulogne, conseiller régional Île-de-France, oui. Et j'en oublie encore plein d'autres. C'est bien déjà. Super. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous au quotidien dans votre travail par rapport à votre situation de handicap? Ou est-ce qu'il n'y a peut-être aucune complication? Ah si, il y a des complications. Alors, il n'y a pas vraiment de complications physiques. Les adaptations sont pas incroyables. En général, ça se limite à avoir un marchepied pour faire des discours, et j'en fais plusieurs par semaine. Donc ça va, c'est plutôt gérable, même s'il peut y avoir des oublis. Les difficultés sont plus dans les mentalités, parce que même si les personnes qu'on a pu voir dans la vidéo vous disent qu'elles sont prêtes à voter évidemment pour des personnes en situation de handicap, etc. Dans la vraie vie, c'est pas forcément ce qu'on ressent. Il y a toujours un doute sur la compétence d'une personne en situation de handicap. Les personnes de petite taille, elles ont beaucoup de clichés sur elles. On pense qu'elles ont un petit cerveau, qu'elles sont pas aussi intelligentes que les autres. Et moi, si je me balade avec un stagiaire ou un collaborateur, mes interlocuteurs vont parler aux stagiaires et aux collaborateurs. Ils vont pas me parler à moi qui suis conseiller régional ou adjoint au maire. Donc il y a toujours cette bataille de la crédibilité à essayer de remporter. Donc non, c'est pas simple tous les jours, mais ça vaut le coup, parce que quand nos concitoyens vont être amenés à voir de plus en plus de personnes en situation de handicap qui vont pouvoir démontrer leur totale compétence et crédibilité, au bout d'un moment, il n'y aura plus ce doute. Donc voilà, moi je suis plutôt optimiste sur l'avenir. La situation n'est pas simple. Je pense que ça rebute beaucoup de personnes en situation de handicap qui se disent mais la politique, ça va être trop dur. Alors déjà, la vie ordinaire, c'est compliqué. Alors la politique, cette espèce de panier de crabes, c'est vraiment parfait pour moi. Allez dans tous les partis, soyez militants. Ne demandez pas à être élu tout de suite. Ne demandez pas des quotas tout de suite de personnes handicapées en politique. Faites-vous votre place dans les partis. On ne vous fera pas de place, mais on fait des places à personne. Et devenez élu, montrez vos compétences, montrez que vous êtes utile, montrez que vous aimez les autres. Et vous verrez, on va tous faire progresser le pays comme ça. Ça, j'en ai pas de doute. Vincent Julet, Sébastien Pétavy, on pourrait se dire, nous, en tant que simples citoyens, au cœur du pouvoir, au cœur des décisions parlementaires, il devrait y avoir une grande ouverture d'esprit. Je vois déjà que vous êtes en train de vous marrer, là. Et qu'en est-il aujourd'hui, au quotidien, que ce soit sur des communes, que ce soit à l'Assemblée nationale? C'est un combat de tous les jours? Le combat, pour moi, était de découvrir, quand j'ai été élu en 2022, que j'étais le premier député en fauteuil roulant. Il aura fallu attendre 2022 pour avoir un premier député en fauteuil roulant. Donc, on peut imaginer à partir de là tous les freins qui sont présents pour avoir si peu de personnes qui sont représentées. Parce qu'une fois que je suis arrivé, il a fallu évidemment rendre l'hémicycle accessible, parce que l'hémicycle n'était pas accessible. Il a été mis accessible pour un fauteuil roulant, le mien. Depuis 1 mois et demi, 2 mois, il y a une deuxième personne en fauteuil roulant qui n'est pas installée avec son groupe, mais à côté de moi. Donc ça veut dire qu'on a fait une plateforme pour les fauteuils roulants dans l'hémicycle, et qui n'est pas du tout une bonne place pour lui, qui n'avait jamais été parlementaire et qui ne sait absolument pas quoi voter, et il ne peut pas du tout avoir son groupe qui lui donne des indications. Donc c'est moi qui lui explique ce que, a priori, son groupe devrait voter, ce que moi je devais voter. Est-ce que c'est pas, Sébastien, est-ce que c'est pas la porte ouverte vers l'avenir, ça? Vers, vous voyez, un peu, non? Je crois que ça serait très très malvenu parce que c'est le suppléant de la ministre actuelle du handicap, et je pense que ça serait très mal vu s'il rejoignait notre groupe, mais on peut effectivement mais ça montre un petit peu comment les choses ne sont absolument pas préparées, et si il y a une dissolution, et on a vu que ça pouvait arriver très très vite, on peut se retrouver très très vite avec plein d'autres personnes en situation de handicap, et on n'est absolument pas adapté. S'il y a quelqu'un de sourd qui arrive dans l'hémicycle, on voit que rien n'est adapté. Et donc voilà, donc ce sont de nombreuses questions. On a pu voir sur la vidéo qu'il a fallu installer un pupitre
au milieu de l'hémicycle, parce qu'en fait, quand on prend la parole, on doit monter en haut de la tribune, et la tribune n'est pas accessible, n'est toujours pas accessible aujourd'hui. Et par exemple, si je candidate pour être président de l'Assemblée nationale, je ne pourrais pas présider, parce que je ne peux pas monter et présider. Donc on voit bien que là-dedans, même quand on est élu, et même si je suis reconnu parmi tous mes collègues parlementaires, et qu'il n'y a absolument pas de discrimination, et qu'on ne vient pas remettre en question mes compétences et ma parole du fait de mon handicap, mais on voit bien que l'adaptation et l'aménagement même de ce lieu ne permet pas à tout le monde d'occuper la même place. Et après, c'est quand même quelque chose qui a été évoqué et je voulais revenir là-dessus. Selon le type de handicap, on voit qu'il n'y a pas du tout le même rapport, et on le voit, il y avait la question de l'emploi, mais par exemple, le taux de chômage chez les personnes malvoyantes est beaucoup plus important qu'avec un handicap moteur. Et on voit que dès qu'on aborde et on s'approche du côté du handicap mental ou psychique, là, ça devient encore plus compliqué. Et il y avait une question sur est-ce qu'on pourrait voter pour une personne trisomique. Nous avons une élue trisomique qui a subi des violences là, et des menaces il n'y a pas très longtemps sur les réseaux. Donc on voit bien là-dedans qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, encore posent problème. Donc oui, il faut que l'on arrive à augmenter le nombre de personnes en situation de handicap. Et on voit que les dernières élections municipales n'ont absolument pas été exemplaires de ce côté-là, même si on a poussé pour que ça puisse être le cas. Vincent Julet, même question au quotidien, comment c'est Déjà, moi, l'expérience que j'ai vécue, c'est le dépôt de liste à la préfecture. Généralement, c'est le candidat qui va déposer sa liste, que moi j'ai fait. Donc je viens avec quelqu'un, mais 100% des démarches qui sont papier. C'est-à-dire que pour aller très vite, et c'est plutôt pas mal, l'État est pragmatique. Donc l'État permet de raturer, de biffer quand il y a une erreur entre un accent qui est mal mis, si on a une majuscule, une minuscule, tout est papier. Et en fait, on demande de tout remplir en papier, de le faire d'ailleurs soi-même. Je ne sais pas. Finalement, en fait, la personne qui est venue avec moi, si elle avait décidé de se placer plus haut sur la liste, à la dernière seconde, c'était possible. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc on met le papier, et après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils saisissent le papier dans l'ordinateur, et après, ça devient quelque chose de numérique. Bon, si c'était numérique dès l'origine, moi, ça me permet d'être autonome, et ça me permet de pouvoir, effectivement, choisir qui je mets sur ma liste. Enfin, c'est bien de faire confiance, parce que de toute façon, on ne peut fonctionner, on ne peut être un leader politique de manière générale que si aussi on fait confiance à son équipe, mais de ne pas pouvoir d'absolument rien pouvoir contrôler, là c'est un problème. Mais il y a d'autres exemples comme ça qui sont assez intéressants, hein, quand vous faites vos comptes de campagne. En fait, vous avez un Excel dans lequel vous mettez vos détails de dépenses. Ce qui se passe, c'est que vous avez une photo de l'Excel qui est mis et qui est scanné, et on vous donne le PDF. On vous dit d'imprimer votre PDF, de le remplir à la main. Voilà, bon, ça c'est un exemple. Ma première, et c'est pas pour être critique, mais c'est plutôt par amusement. Il se trouve que, bon, alors avec le recul, moi je suis parti dans cette idée des campagnes municipales à Courbevoie pour gagner l'élection. J'ai pas gagné, mais je suis au conseil municipal, et puis avec le recul, 3 mois après, j'ai 3000 Courbevoisiens qui ont voté pour moi et ma liste. Donc pour une tête de liste en situation de handicap, il faut reconnaître, c'est plutôt bien. À l'origine, les gens disaient, il y a le monsieur avec le chien. Moi, je croyais être connu, mais a priori, j'étais connu. Voilà, c'était le chien qui était connu. Donc l'avantage, c'était visible, voilà, pour être honnête. Et puis à la fin, il m'appelait Monsieur Julet, donc c'est bien. On a quand même vraiment franchi une marche qui est importante. Je le dis, je pense, avec beaucoup d'amusement. Il se trouve que, du coup, j'ai un groupe, donc je suis président de groupe, mais puis, même si je suis pas super jeune, je suis le plus jeune de mon groupe. Donc voilà, c'était les plus jeunes de chaque groupe qui ont été appelés pour faire pas les assesseurs, pour faire le dépouillement. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc on me demandait d'aller vérifier visuellement. Tu veux qui avait voté pour le maire ? Je dis, moi, vous pouvez me mettre là. Moi, je suis d'accord avec tout le monde. Hein, donc allez, voilà, c'est pas grave. Donc quelques petites choses, mais en même temps, là, on est en train, jeudi, on va voter le règlement intérieur du conseil municipal. Moi, j'ai fait mettre des choses d'accessibilité dans le conseil qui n'existaient pas. Je me suis dit, si je mets un truc contraignant, ça va être refusé. Donc, j'ai mis s'engage à faire le maximum pour, quelque chose comme ça. Mais au moins, j'ai fait mettre des conditions d'accessibilité, d'une prise en compte aussi des besoins spécifiques de l'élu. Donc, petit à petit, parce que Sébastien est un pionnier, Pierre est un pionnier, parce que moi, je suis un tout jeune là-dedans. Hein, mais parce qu'on a quelques pionniers, on arrivera à faire en sorte que les prises en compte des besoins spécifique soit une réalité. Est-ce que il y a des questions ? Bonjour, Andrea Burgeot. J'étais celui qui était à la préfecture avec Vincent. Mais j'ai une question pour Sébastien Pietavi, justement, au sujet des feuilletés. Parce que le diable, un peu comme on l'a découvert à la préfecture, on se cache toujours dans les détails administratifs. Et notamment après le succès de ta proposition. Et après vient le diable de la sécurité sociale, de ces formulaires absolument incroyables. Et surtout des surprises sur le reste à charge zéro.
Sauf que pour des besoins spécifiques, il faut passer par un ergothérapeute qui n'est pas remboursé par la Sécu, qui coûte 520 € la séance, etc., etc. Je vous passe les détails et 6 mois pour avoir un rendez-vous. On passe un temps fou à faire du papier administratif pour après s'entendre dire vous rentrez pas dans les cases. Comment on peut aller plus loin dans la simplification et que effectivement ça ne reste pas juste une très 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 bonne intention, mais qui après devient une complexité additionnelle. Déjà, à la base, il y a 3 ans, Emmanuel Macron avait annoncé lors du dernier CNH le remboursement intégral des fauteuils roulants. À partir de là, moi j'ai compris que ce que préparait le gouvernement n'était absolument pas à la hauteur de l'annonce qui était faite par le président. Donc moi je dépose mon texte parce que le gouvernement, malgré toutes mes sollicitations, ne bouge pas. Et donc allait exclure une très grande partie des fauteuils roulants, et notamment ceux pour qui la réforme était faite. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 20 ans, les nomenclatures n'avaient pas été révisées et que le remboursement, si on prend le cas d'un fauteuil manuel comme le mien, le remboursement de la sécurité sociale était de 580 € pour un fauteuil qui coûte 8 500 €. Donc si vous n'avez pas une mutuelle, si vous ne faites pas votre dossier MDPH, si vous ne demandez pas au département et si vous ne faites pas une cagnotte ou vous ne financez pas de votre poche, ben en fait, vous n'avez pas de ce fauteuil. Donc soit vous le payez vous-même si vous avez les moyens, soit vous renoncez à avoir un matériel adapté. Ça a été une très très grosse bagarre pour arriver à avoir ce résultat d'un vote à l'unanimité. Non pas parce que les parlementaires ne voulaient pas, mais parce que le gouvernement ne voulait pas. Ils ont convoqué, interpellé tous les députés de la Commission des affaires sociales pour leur dire de ne pas voter pour mon texte. Ils ont demandé à certaines personnes de retirer la signature de mon texte. Donc ça a été une bagarre qui a été très compliquée. Ils n'étaient absolument pas contents de la victoire et la ministre qui sort de l'hémicycle ne vient même pas me féliciter de cette victoire. Et pourquoi, même pas dans un salut républicain. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le texte, parce qu'ils avaient une certaine idée. Et ce qu'ils ont mis en place pour les lunettes avec le 100% santé, et qu'ils ont mis en place pour les prothèses auditives, ils voulaient faire exactement la même chose pour les fauteuils. En considérant que des fabricants abusaient sur le prix de certains fauteuils, ce qui pouvait être vérifié, mais il y avait d'autres moyens de le faire. Et donc ils ont imposé ce qu'on appelle un prix limite de vente. Donc ça veut dire que là, le prix limite de vente pour un fauteuil manuel, comme le mien par exemple, est de 6 700 €. Et si vous dépassez les 6 700 €, eh bien vous avez 0 € de remboursement. Voilà ce qui est proposé actuellement. Et en fait, comme ils n'étaient pas contents, avant que mon texte passe au Sénat pour avoir une navette parlementaire et qu'il puisse être adopté, ils ont sorti le décret en février. Mon texte a été adopté en décembre. Ils ont sorti le décret en février pour une application en décembre. Ils auraient très bien pu attendre que ce soit davantage avancé pour pouvoir le faire, mais c'était juste pour éviter que mon texte passe au Sénat en avril. Donc le court-circuit a été là. Donc ce qui est présenté aujourd'hui n'est pas mon texte. Même s'il a été modifié et amélioré par mon texte, parce que les fauteuils de sport n'étaient pas intégrés, et ils avaient prévu 2 700 € de remboursement, et on est monté à 6 700 pour des fauteuils manuels, et à peu près à 30 000 pour des fauteuils électriques. Donc voilà la question, mais on rate le cœur même de la cible, à savoir les personnes qui ont les besoins les plus spécifiques. J'avais un rendez-vous au ministère et avec la ministre la semaine dernière, c'est ce que j'ai évoqué encore, c'est ce que je répète depuis 2 ans sur ce texte, et on est encore loin du compte, donc ça veut dire que aujourd'hui, des entreprises européennes qui fabriquaient des fauteuils de qualité, soit ces fauteuils ne seront pas remboursés, donc ceux qui ont les moyens pourront se les acheter, soit ils vont les faire fabriquer ailleurs, peut-être en Inde ou en Chine pour que ça revienne moins cher, soit on va perdre en qualité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez terrible aujourd'hui. Donc on mène la bataille parce qu'on voit que faire adopter un texte, c'est une chose, mais il y a l'application du texte derrière, parce qu'il ne faut pas oublier, là on sort du spectre du handicap, hein, mais on nous parle d'une assemblée qui est avec 3 blocs, dont il n'y a pas de majorité, et qui est complètement bloqué. Il faut savoir que 70% des textes trouvent une majorité et sont adoptés, sauf qu'il n'y en a que la moitié qui ont un décret d'application, parce que le gouvernement n'est pas d'accord avec ce qui a été voté par l'Assemblée et donc n'est pas appliqué derrière. Et donc ça, c'est un gros problème aujourd'hui dans la confiance que l'on peut avoir envers les parlementaires et envers les politiques. Et effectivement, ça va nourrir des colères. Et je reçois je ne sais combien de messages par jour de personnes en fauteuil roulant qui n'avaient pas changé de fauteuil depuis 3-4 ans parce qu'ils attendaient cette réforme et qui aujourd'hui sont très déçus. Vous avez parlé de la question des ordonnances. Il faut 6 mois, 1 an pour avoir un rendez-vous. Moi, j'espérais que l'on puisse passer par un rendez-vous
rendez-vous direct avec un ergothérapeute. Après, c'est quand même assez terrible. Moi, ça fait 41 ans que je suis paraplégique. Je sais mieux qu'un ergothérapeute le fauteuil qu'il me faut. Et c'est complètement stupide d'avoir à passer par et un médecin et un ergothérapeute pour avoir un fauteuil dont je vais expliquer à cette personne-là mes besoins. Et donc là, il y a quelque chose qui effectivement ne fonctionne pas très bien. Mais après, on a besoin d'un contrôle parce que jusqu'à présent, c'était les fabricants et les distributeurs qui choisissaient seuls les options qu'on pouvait mettre sur un fauteuil, avec tous les conflits qu'il pouvait y avoir là-dedans. Donc il faut arriver à trouver un équilibre. On a essayé de trouver celui-là. Là, les raccourcis qu'ont fait le gouvernement et le choix qu'ils ont fait en court-circuitant mon texte posent aujourd'hui des problèmes. Donc on mène la bataille. Une question ici. Bonjour, je voulais intervenir sur un point précis, c'est la politique pour les personnes en situation de handicap. Moi, j'ai eu la chance de connaître les deux. J'ai été élu, j'étais personne normale, et puis maintenant, je suis une personne dite en situation de handicap. Je suis très fier d'être une personne en situation de handicap. Vous êtes des précurseurs et je suis très fier de suivre cette action. Oui, il y a des énormes difficultés et pour autant je suis cadre pratiquement sub dans une grande entreprise. D'abord, pas une question, on va être tous de plus en plus nombreux, faites de la politique, allez au contact des concitoyens, allez au contact de tout le monde. Et vous verrez, on sera de plus en plus nombreux. Une question en 2 secondes. Ça représente combien dans le budget de l'État, ce que vous défendez en termes de budget global, qu'on se rende compte de... Il faut prendre la mesure que 80% des fauteuils roulants sont pour les personnes âgées. Donc en fait, sur les 20% qui restent, les cas avec les besoins les plus spécifiques, et souvent il manque juste 1 000, 2 000 euros pour en fait pas beaucoup de personnes. Donc c'est peut-être du 100 millions, quelque chose comme ça. Quand on connaît les conséquences de ne pas le faire avec des risques d'escar, de problèmes de santé derrière, et que la moindre hospitalisation de 6 mois pour un problème d'escar, c'est 120 000 euros pour la sécurité sociale, on ne fait aucune économie. Et sans parler du bien-être et la dignité des gens dans leur place tout simplement dans la société. Oui, bonjour, moi je m'appelle Lydia Delestre. J'ai une question au sujet des MDPH. MDPH, j'ai bien compris que c'est maison départementale pour les personnes handicapées. En revanche, je ne comprends pas, moi-même handicapée, pourquoi il y a des différences de traitement selon les départements. Oui, alors il y a une énorme hétérogénéité entre le fonctionnement des MDPH. Et moi, je le vois au niveau de la région. Vous avez des familles qui déménagent. Parce que si vous avez un gamin qui a des troubles du spectre autistique, il vaut mieux être soit à la MDPH du 75, soit dans le 95. Si au contraire, vous avez un handicap physique, il vaut mieux être dans le 92 ou il vaut mieux être dans le 78. Donc il y a des stratégies comme ça. Et là, on touche à quelque chose d'horrible, c'est la rupture d'égalité républicaine. Il y a une rupture d'égalité territoriale, des fractures qui sont immenses, et je pense que si on doit parler de quelque chose à l'occasion des prochaines élections présidentielles, c'est peut-être de ça, c'est peut-être de se dire comment est-ce que on accède à nos droits, nous personnes en situation de handicap, de manière équitable sur l'ensemble du territoire. Il y a un peu trop le handicap des riches, le handicap des pauvres, le handicap des villes, le handicap de la campagne, et tout ça, ça veut dire qu'il y a une trop forte hétérogénéité de fonctionnement. Les MDPH, il faut les revoir. Il faut que stratégiquement, au niveau national, elles fonctionnent toutes de la même façon, qu'elles aient les moyens de fonctionner, avec la CNSA, je vous abreuve pas de sigles, etc. Et surtout qu'il y ait un accompagnement qui soit beaucoup plus de proximité, parce que le département, c'est pas le bon échelon. Vous n'allez pas à Nanterre quand vous avez des problèmes à refaire votre carte de stationnement, votre CMI stationnement. Je pense que la maille doit être beaucoup plus fine. Il faut qu'il y ait des gens en face, pas un répondeur où il faut appuyer sur la touche étoile pour savoir où en est son dossier. Il faut des gens qui nous accompagnent. Techniquement, Pierre, on va à Courbevoie maintenant depuis 2 mois. J'ai pas visité la nouvelle MDPH de Courbevoie. Mais on est dans les choses qui sont quand même assez rigolotes. Je ne sais pas tout à fait la question, mais la nouvelle MDPH qui est arrivée à Courbevoie, il faut quand même voir, c'est que l'adresse indiquée, le point de rendez-vous, il est à peu près 500 mètres derrière. Donc moi je l'ai testé, j'ai dit mais c'est super, et donc au bout d'un moment j'étais complètement perdu, absolument pas accessible. Il n'y avait pas, de bande de guidage pour les cannes blanches devant. J'en ai parlé justement vendredi matin au délégué ministériel à l'accessibilité qui a découvert aussi le point. Donc on a des choses qui sont parfois un peu saugrenues dans ce qui est mis en place, et en fait on fait des fois les choses à la va-vite et on réfléchit pas. Et je crois que pour recentrer peut-être sur le sujet, mais peut-être en situation de handicap, j'espère, mais moi j'arrive peut-être à ça, c'est peut-être un vœu pieux, mais me disant que comme on est quand même concerné, peut-être être élu en situation de handicap, peut-être au bout d'un moment on va quand même déjà réussir à convaincre un peu que c'est intéressant de prendre vraiment en compte la problématique.
Mais en plus, finalement, Sébastien, je crois qu'au début, il ne voulait pas faire de handicap, et puis que finalement, c'est lui qui a porté un des sujets les plus importants sur ce sujet-là. Mais au bout d'un moment, comme on est les principaux concernés, on se dit, non, c'est plus possible de continuer comme ça, et donc peut-être qu'on ira aussi vers l'avant. Ouais. C'est-à-dire que votre handicap a, entre guillemets, a pris un peu le dessus sur peut-être d'autres valeurs politiques ? Moi, un mot, c'est pas que ça a pris le dessus. Moi, aujourd'hui, je voulais faire la preuve localement qu'il y avait un électorat handicap. Je suis toujours pas arrivé à cette conclusion. Mais non, ce qui a pris le dessus, c'est quand même le fait de se dire, quand vous êtes concerné par quelque chose directement, vous êtes obligé de regarder. Vous pouvez pas fermer les yeux alors que ça vous touche directement. Enfin, quand vous vivez avec quelque chose, naturellement, vous pouvez pas l'éviter. Et c'est hyper intéressant parce que moi, on m'a déjà reproché de m'occuper du handicap. C'est un truc assez dingue. Moi, j'ai fait le choix. Voilà, je me suis dit, j'ai cette expertise, j'en ai d'autres, mais j'ai cette expertise et donc j'ai envie de travailler sur les questions de handicap. En plus, c'est génial parce qu'on fait des réunions. Il n'y a personne en situation de handicap autour de la table. En général, je suis le seul. Donc ça, c'est assez génial. Mais on me l'a reproché. On ne reprochera jamais à une femme d'être secrétaire d'État aux droits des femmes. Et on ne reprochera jamais à un ultramarin de s'occuper des Outre-mer. Par contre, une personne en situation de handicap, on va lui dire, oh là là, mais est-ce que tu ne pouvais pas t'occuper d'autre chose ? Est-ce que c'est pas un peu trop facile ? Dans le handicap, en plus, c'est la plus belle des délégations, parce que quand on s'occupe du handicap, on s'occupe de toute la cité. Dans une ville, dans une région, on s'occupe des transports, des lycées, des associations, du logement, de la culture. Enfin, c'est absolument incroyable. Et ça ne m'empêche pas de m'occuper du logement, de la santé, des affaires sociales. Hein. Mais j'ai ce prisme handicap qui me tient à cœur. J'ai envie de le garder. Je n'ai pas réussi à lâcher cette délégation. À chaque nouveau mandat, le maire me dit on va arrêter. Ou Valérie Pécresse me dit bon, voilà, je sais pas, tu veux passer à autre chose ? Non, il y a encore du boulot. On continue. Sébastien, je vous laisse terminer le plateau. Pour faire le lien là-dedans avec est-ce qu'une personne en situation de handicap doit traiter les questions de handicap, mais est-ce qu'il faut par exemple un ou une ministre au handicap ? Est-ce qu'il faut dans les mairies quelqu'un qui est justement fléché pour cette question-là ? Je crois que c'est un des problèmes et ça pose la question de la MDPH également. On voit bien que un des problèmes de la loi de 2005 sur la question du handicap, c'est que justement il faut passer par un chemin spécifique et qui est venu empêcher justement l'accessibilité universelle et que tout le monde et tous les pans de la société viennent s'emparer de cette question-là. Et la question du handicap concerne la culture, concerne le transport, concerne le logement. Et en fait, tout le monde doit se l'emparer. Il faut quelque chose de absolument transversal. Parce que la ministre du Handicap aujourd'hui, à part recueillir toutes les associations et toutes les demandes au sujet du handicap et les retransférer dans les différents types de ministères et d'avoir le verrou de Bercy derrière pour pas avoir le budget pour, en fait, on se retrouve avec cette question-là. Et beaucoup de personnes ne se sont pas emparées du sujet. Et la question de la MDPH, en fait, c'est cette question-là. Est-ce qu'on doit, pour avoir renouvelé sa carte mobilité, est-ce qu'on doit passer par la MDPH ? Non, on doit pouvoir passer par sa mairie et la voir directement. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent passer autrement. On doit pouvoir se l'emparer collectivement. Et si on ne fait pas ça, on ne va pas passer le cap vers une société dite inclusive. Et puis ça pose la question de l'ESAT tout à l'heure, de plein de choses. Est-ce que en fait, on doit toujours avoir un parcours à part ? On le voit avec l'école inclusive. En fait, un enfant en situation de handicap qui va dans l'école inclusive, il ne va pas dans l'école, il va dans l'école dite inclusive. On voit bien qu'il y a quelque chose, il y a un dispositif qui vient le mettre à part, même si ça se passe dans, normalement, les mêmes locaux. Et je crois que c'est cette question-là et cette philosophie-là qu'il faut arriver à inverser. J'ai l'impression que c'est une feuille de route pour le prochain ou la prochaine... Et pour le lien, excusez-moi, parce qu'on a eu une chanson extraordinaire tout à l'heure. Ça me semble trop bizarre. Oui, mais je voulais faire le lien parce que je voyais l'affiche de Sarina. Enfin, c'est quand même sa chanson et les paroles de sa chanson avec Pas sans nous. Et qui est quand même les revendications des collectifs antivalidistes. Et c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui. Ça ne doit pas se passer sans nous. Et je crois que c'est le message là qui... on a besoin d'être présent. Et puis il faut que effectivement tous les militants, toutes les associations puissent avoir leur place. Vincent Julet, allez vraiment... C'est une question pour le chien qui doit parler parce qu'il n'avait pas encore pris la parole. Pierre disait il ne faut pas forcément de quotas. Alors nous, on pense que globalement aujourd'hui, puisqu'il existe une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap dans les entreprises, ça ne nous paraîtrait pas choquant qu'il y ait une obligation de présence de personnes en situation de handicap dans les assemblées. Ça a été le cas, il y a un quota homme-femme aujourd'hui. Il y a ça. Donc ce ne serait pas complètement sot de l'envisager. En tout cas, nous, ce qu'on montre aussi, je crois, moi c'est ça aussi le message que je veux passer, c'est qu'on vit avec un handicap. Quand on est dans les assemblées, quand on est dans le monde politique, on est comme les autres. Après, peu importe la thématique dont on s'occupe. On est capable d'être à haut niveau de responsabilité, même si on admet sa difficulté.
On parle de notre handicap et on dit oui, on est en situation de handicap, oui, c'est plus compliqué parfois. Et pour autant, on est capable d'intervenir à haut niveau comme les autres. C'est peut-être aussi là où avoir du personnel politique en situation de handicap, c'est un message aussi porteur d'espoir, un peu plus loin que nous, notre microcosme citoyen, quelque part. On va terminer, parce que je sais qu'on pourrait en parler pendant des... Je sais, il fallait pas les inviter, mais bon, c'était passionnant. On va terminer ce plateau politique handicap, mais je voulais vraiment vous citer une phrase de Ray Charles qui disait « Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que soi. J'aurais pu être noir. » On accueille Sarina pour un deuxième morceau. C'était intéressant tout à l'heure la question. Est-ce qu'on est obligé de s'occuper du handicap? Est-ce qu'on est obligé de parler de handicap? Dans mon cas, quand on est une artiste en situation de handicap, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. J'ai finalement trouvé ma réponse. Donc je décide de raconter à un moment donné comment j'ai perdu la vue. Et c'est le moment où les gens rient le plus. Et ça, c'était vraiment mon envie. C'est que les gens ressortent de là avec... ça dédramatise tout de suite. Et à un moment, je parle dans mon spectacle, j'ai parlé de femmes qui ont brisé des plafonds de verre et je parle de Myriam Makeba, qui est une chanteuse qui était très très engagée pour le droit des Noirs en Afrique du Sud. Et pourtant, sa chanson la plus emblématique, la plus connue, celle qui a fait le plus le tour du monde, je suis sûre que vous la connaissez, c'est le Pata Pata. Et en fait, cette chanson, c'est pas une chanson larmoyante, c'est pas une chanson grande avec des grandes paroles, c'est pas une chanson engagée, mais c'est une petite chanson qui a fait le tour de la planète. Et moi, je pense que, pour lier au thème qui était abordé tout à l'heure, on a souvent tendance à voir que l'accessibilité, c'est un gros volet, c'est quelque chose qui va demander beaucoup de ressources, et c'est le cas. Mais parfois, c'est aussi dans des toutes petites choses. Et on se lève pas le matin en disant qu'on va changer le monde. Et je pense que parfois, c'est dans des toutes petites chansons qu'on peut arriver à faire passer des messages. Alors, pour vous amener cette petite aire, je vais demander qu'on puisse passer ma petite boucle qui va vous mettre tout de suite dans l'ambiance. Alors, vous avez le droit de vous lever, vous avez le droit de danser et vous avez le droit de chanter. Quand vous avez le droit, c'est s'il vous plaît, faites-le. Sagu nuka satsi pega nansi pa tapata 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 hey mama 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 nansi pa tapata sagu nuka satsi pega 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 nansi pa tapata hey mama 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 nansi pa tapata sagu nuka satsi pega 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 nansi pa tapata hey mama nansi pa tapata hey mama nansi pa tapata hey mama nansi hey mama nansi pa tapata sagu nuka satsi pega 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 nansi pa tapata hey mama 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 nansi pa ta bravo, merci. Merci. Sarina. Allez, Sarina, je m'approche de vous. Merci. Déjà, Sarina, votre actualité, en concert, un spectacle, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Alors en ce moment, il y a ce spectacle, donc Lève-toi, qui tourne. On est déjà à plus de 70 représentations. Il y a des dates en Belgique, parce que je viens de Belgique. Et puis, on était à Paris la saison dernière et on pense à revenir cette saison. Et puis, on cherche aussi d'autres endroits.
pourquoi pas Saint-Cloud, on ne sait jamais, c'est posé là. Il y a ce spectacle-là. J'ai aussi une conférence à destination des entreprises. Pour l'instant, c'est vraiment ce spectacle qui tourne et qui m'apporte beaucoup de joie et j'espère qu'il vous a apporté de la joie aussi aujourd'hui. Bien sûr. Sarina, ça fait combien de temps que vous faites de la musique, vous faites de la composition et que vous faites des spectacles? Alors ça fait depuis, je pense que ça doit faire plus de 25 ans parce que j'ai commencé ça avec ma grand-mère. Voilà, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai enregistré 3 albums, dont celui du spectacle que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming si vous avez envie d'avoir un petit avant-goût ou un petit bout de ce spectacle-là. Donc oui, ça a toujours fait partie de ma vie, la musique et aussi et surtout le spectacle vivant. Et sur scène, vous êtes seul, en groupe, avec des musiciens? Alors je suis toute seule devant, mais on est beaucoup derrière. Et en général, vos chansons parlent de quoi? Il y a une thématique ou c'est vraiment selon votre humeur? Alors, il n'y a pas de thématique. Il y a plusieurs thématiques. C'est beaucoup de l'observation. Moi, ce que j'aime, c'est trouver des sujets qui sont... ça va commencer par ce que je vois autour de moi, sans mauvais jeu de mots. Et puis... Il était facile. Et puis j'essaye de rendre les choses un peu plus universelles. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Et je chante en beaucoup de langues aussi. Donc j'ai compose aussi en beaucoup de langues, en français, en anglais, en d'autres langues. C'est un peu aussi ma marque de fabrique. On vous retrouve sur les réseaux, je présume? Oui, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Donc c'est Sarina Music avec un C. Vous avez aussi l'Instagram, c'est Sarina Music officiel. Et alors, donc Sarina Music sur LinkedIn, c'est la seule plateforme où je fais justement un parallèle entre ma vie d'artiste et ma vie de personne en situation de handicap. Avec, j'essaie toujours d'avoir un petit peu d'humour. On parle du monde de la musique, on parle de plein de choses, mais qui sont vraiment liées à ces thématiques-là, en essayant de garder un regard léger. Très bien. En tout cas, vous retrouverez tous les liens sur aussi même papertv.com. Merci beaucoup. Je crois que c'est aussi une histoire familiale. C'est une famille, mais c'est surtout une équipe magnifique qui m'accompagne en tournée, aux 4 coins de la France, ailleurs. Enfin voilà, là, ils ont fait une préparation en 30 secondes chrono. On peut les applaudir encore. Bravo, bravo. Très bien. Allez, on fait une petite pause très courte pour notre 3e plateau, cinéma, média et handicap.